Pour ce dernier chapitre d'ASD1 de l'année, je vais vous faire une brève introduction à une nouvelle structure de données qu'on appelle le graphe. Alors, ce sera vraiment une brève introduction, vous verrez cela beaucoup plus en détail au cours d'ASD2 l'année prochaine, et encore plus en détail pour ceux qui sont en ingénierie logicielle dans le cours de graphes et réseaux. Mais vous aurez les bases en SD1 et ça vous permettra déjà de résoudre certains problèmes intéressants, comme vous le verrez pour le laboratoire. À propos de problèmes intéressants, en voici un premier. C'est un problème d'imagerie médicale. C'est un problème sur lequel je travaillais quand j'ai travaillé pour Philips, qui était le problème de la visualisation des artères carotides dans un scanner CT. Donc on a un volume de données qui mesure en tout point du corps la perméabilité au rayon X. Et le but, c'était d'arriver à détecter automatiquement les carotides, donc les artères qui alimentent le cerveau, dans ces images pour pouvoir offrir des visualisations plus pertinentes aux médecins. Et ce genre de visualisation, vous voyez, on a retiré tous les os pour vraiment n'afficher que les vaisseaux, ce qui est beaucoup plus parlant. Un deuxième problème qui peut paraître intéressant, c'est celui de l'arbitrage. Alors, euh, pour illustrer le problème de l'arbitrage, prenons le tableau en haut à droite où on a les différents taux de change entre différentes monnaies. Vous savez bien que normalement, si vous changez de l'argent d'une monnaie à l'autre et vous revenez, vous y perdez. Donc si vous passez du franc suisse à l'euro et puis que vous revenez au franc suisse, avec les taux d'achat et de vente des différentes monnaies, eh bien vous avez un petit peu moins qu'un franc pour chaque franc que vous avez échangé. Mais ça, c'est quand le marché est à l'équilibre. Les prix peuvent être temporairement déséquilibrés. Et c'est le cas dans le tableau ci-dessus. Alors si on fait le passage particulier du franc suisse au dollar, puis du dollar à l'euro et enfin de l'euro au franc suisse, en multipliant tous les taux de change, eh bien on trouve qu'en partant d'un franc suisse, après avoir fait tous ces échanges, on va se retrouver avec 1 franc 26, enfin 2,6 centimes. Alors c'est pas énorme, mais enfin, juste en changeant de l'argent, gagner 2% et demi, c'est pas mal. Euh, et découvrir des possibilités d'arbitrage, donc des prix relatifs qui sont mal alignés, c'est un business important, c'est même un vrai business auquel des gens gagnent énormément d'argent. Parce que si vous êtes le premier à découvrir ça, ben vous allez faire ces changements-là. Et en faisant ces changements, enfin, en faisant ces transactions, vous allez faire évoluer les prix du marché jusqu'à un équilibre où il n'y a plus de possibilité d'arbitrage. Donc c'est une activité importante dans la découverte des meilleurs prix, puisque ça permet d'éviter d'avoir justement ce genre de situation. Et c'est particulièrement rentable si vous découvrez, si vous êtes le premier à découvrir une possibilité d'arbitrage, c'est vous qui allez en faire tous les bénéfices. Un problème qui est peut-être plus familier, c'est celui de trouver son chemin en voiture ou en métro, etc. Par exemple, ici, on a donc la carte du métro de Paris. Et on peut se poser des questions du genre, mais quel est le meilleur chemin pour aller de la gare de Lyon, où vous arrivez en TGV depuis la Suisse, jusqu'à la porte de Versailles, où vous avez le grand palais des expositions. Vous voulez aller au salon du livre, par exemple. Alors, la question peut être quelle est la manière la plus rapide d'arriver, quelle est celle qui fait le moins de connexions, quelle est celle qui aura le moins de marche à pied, parce que vous n'avez pas marché, etc. Et puis d'autres questions intéressantes, ça peut être, à Paris, ça arrive souvent, si les lignes 1 et 9 sont en grève, est-ce qu'il est quand même possible de relier ces deux stations-là, ou est-ce que ces deux stations sont déconnectées au sens du réseau du métro? Alors, toutes ces questions, elles ont des points communs, et le point commun principal, c'est que toutes les données de ces problèmes, elles peuvent être modélisées par des graphes. Et un autre point commun, c'est que ces questions-là, on va pouvoir les résoudre avec des algorithmes qu'on étudiera dans le cadre du cours d'algorithme et structure de données, que ce soit le 1 ici ou bien surtout en SD2. Alors, qu'est-ce qu'on entend par un graphe? Un graphe, essentiellement, c'est un ensemble de sommets qui sont connectés deux par deux, soit par des arêtes si on a un graphe qui est non orienté, soit par des arcs si on a un graphe orienté. Alors non orienté, ça veut dire que si deux sommets sont connectés, l'un est connecté à l'autre et vice-versa. Tandis qu'orienté, ça veut dire que la connexion est directionnelle, ce qui veut dire qu'un sommet peut être connecté à un autre, mais pas le contraire.
Éventuellement, on peut ajouter à ces connexions des poids qui correspondent au fait que certaines connexions sont plus lourdes que d'autres ou pas. Alors, si je reprends le problème du meilleur trajet en métro et que je zoome un petit peu sur ces zones-là de la zone de Versailles, eh bien, ça correspond à un graphe ici où j'ai comme sommet les différentes stations de métro et puis comme connexion, comme arête, les différentes lignes de métro. Donc les sections de lignes de métro qui vont d'une station à la station suivante. Alors l'algorithme de Dijkstra, alors on a déjà vu Dijkstra pour d'autres algorithmes, mais c'est celui-là pour lequel il est plus connu, permet de trouver le chemin le plus court dans ce genre de graphe. La question qui reste, c'est court dans quel sens? Est-ce que en termes de temps, en termes de nombre de connexions, en termes de distance à pied? En fait, le graphe que je vous ai dessiné là n'est pas le bon graphe pour répondre à ces questions-là. Le bon graphe, le voilà. J'ai séparé la station de Porte de Versailles, qui est donc la station qui fait la connexion entre les différentes lignes de métro à cet endroit-là. Et en séparant cela, ben, je vais pouvoir, sur ce nouveau graphe, où j'ai donc 3 sommets pour la Porte de Versailles, celui sur la ligne tram 2, celui sur la ligne de tram 3 et celui sur le métro M12. Et en faisant ça, ben, en variant les poids associés à chacune des corrections, je vais pouvoir résoudre avec le même algorithme de Dijkstra les différentes questions. Si je veux savoir quel est le trajet le plus rapide, eh bien à chacune des connexions, donc à chacune des arêtes, je vais devoir associer un poids qui est lié au temps qu'il faut, soit au métro, soit à la personne à pied, pour parcourir cette liaison. Si je veux simplement trouver le chemin avec le moins de connexions, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un poids 0 pour toutes les arêtes qui correspondent à du métro et un poids 1 pour toutes les arêtes qui correspondent à des changements de ligne, donc celles qui ici seraient en pointillé. Et enfin, si je veux le moins de marche à pied, je vais mettre un poids 0 pour le métro, parce que vous ne marchez pas dans le métro a priori. Mais par contre, pour chacune des connexions, donc celles qui sont en pointillé, je vais mettre une distance à pied comme poids pour ces différents liens. Et donc, avec ce même graphe, mais dont je change les poids, et ce même algorithme de Dijkstra, je vais pouvoir répondre à toutes ces questions-là. Si je reprends la question de l'arbitrage, de nouveau, je peux représenter ces tables de taux de change par un graphe où les sommets sont les différentes monnaies et alors ici j'ai un graphe orienté parce que j'ai pas le même poids appliqué sur le fait de passer du franc suisse au dollar ou du dollar au franc suisse. Mais à chaque fois, je mets comme poids le taux de change. Alors, pour résoudre ce problème de trouver des arbitrages, essentiellement, je dois trouver des cycles dans mon graphe orienté qui, si je multiplie toutes les valeurs l'une après l'autre, me donne une valeur plus grande que 1. Là, j'ai une possibilité d'arbitrage. C'est le cas ici. Si je suis mon cycle en vert qui consiste à passer du franc suisse au dollar, de dollar à l'euro et puis de l'euro au franc suisse, j'ai créé un cycle dont le produit de tous les poids est plus grand que 1. Alors, on n'a pas d'algorithmes qui font exactement ça, mais on a un similaire, l'algorithme de Bellman-Ford, que vous verrez en ASD2, qui consiste à trouver un circuit dont la somme des poids est négative. Alors, pour passer d'un produit plus grand ou plus petit que 1 à une somme de poids négatif, il suffit de transformer nos poids. Pour tous nos poids, on va prendre le logarithme népérien ou le logarithme dans n'importe quelle base du taux de change. Et en faisant la somme de tous les logarithmes, si on arrive de moins ces logarithmes, on va se retrouver avec un taux négatif si la valeur est plus grande que 1. Donc on va pouvoir utiliser l'algorithme de Bellman-Ford pour gagner énormément d'argent en faisant de l'arbitrage. Finalement, le problème de segmentation des carotides, donc de détection des carotides dans les scanners CT 3D, eh bien c'est aussi un problème que j'ai résolu avec un système de graphes. Alors quel est le graphe ici? Essentiellement, les sommets sont tous les voxels, donc les pixels en 3D de mon scanner. Alors, il y en a beaucoup, hein. Ce sont des images 512 x 512 x 1000, quelque chose comme ça.
Donc j'ai 250 millions de sommets dans mon graphe. Et je les connecte simplement en disant que chaque voxel est connecté à ses voisins. Donc en 2D, ils seraient connectés à 4 voisins pour la plupart, sauf ceux du bord. Et en 3D, ils sont connectés à 6 voisins, sauf ceux du bord, peut-être un peu moins. Euh, et dans ce cas-là, ben, de nouveau, c'est avec un... Alors, en choisissant des bons poids de connexion, essentiellement le fait que... qui sont liés à ce à quoi ressemblent mes vaisseaux. Donc, ils ont des luminosités assez constantes et assez claires. Et en faisant ça, et en cherchant un chemin de poids minimum entre les deux extrémités de mon vaisseau, eh bien, de nouveau, un algorithme type Dijkstra va être capable de m'extraire la ligne du centre de ces vaisseaux. Alors, c'était 3 exemples, il y en a bien d'autres. Internet, évidemment, peut être modélisé comme un graphe dont les sommets sont les adresses IP et les arêtes sont les connexions. Facebook peut être modélisé comme un graphe dont les sommets sont les personnes et les arêtes sont les amitiés entre ces personnes, etc. On verra aussi un exemple classique qui est l'exemple des ponts de Königsberg, qui est une question que se posait Léonard Euler. Est-ce qu'il est possible de visiter la ville de Königsberg, donc Kaliningrad maintenant, mais à l'époque ça s'appelait Königsberg, en passant exactement une fois sur chacun des ponts? Et on verra que ça correspond à un problème de graphe où les sommets sont les différents quartiers de la ville et les arêtes sont les ponts. Alors, avant d'aller plus loin, il est important de spécifier un certain nombre de termes liés au graphe. Donc ici j'ai mon graphe. En rouge, j'ai un cycle de longueur 6. Et un cycle, c'est une chaîne, c'est ce que j'ai en vert, mais une chaîne qui retourne sur elle-même. Ma chaîne en vert, elle est de longueur 3. Donc la longueur, c'est le nombre d'arêtes qui permettent de passer d'un sommet à l'autre. Une arête, justement, mais c'est la connexion entre deux sommets. Alors on parle d'arête quand les graphes ne sont pas orientés, et on parlera d'arc quand ils sont orientés. En anglais, c'est plus facile, c'est edge ou directed edge. C'est un peu plus clair. Une boucle, c'est une connexion d'un sommet avec lui-même. Un sommet, c'est une des choses fondamentales. On a la notion de degré d'un sommet, qui est le nombre de connexions, donc le nombre de sommets dont on dit qu'ils sont adjacents. Donc le nombre d'arêtes qui ont ce sommet pour un des deux sommets. Et enfin, une notion qu'on verra à la fin de ce chapitre, qui est la notion de composante connexe, donc des différentes régions du graphe d'où on peut rejoindre, au sein d'une composante connexe, on peut rejoindre tous les sommets en passant d'un sommet à l'autre, mais on ne peut pas rejoindre les sommets d'une autre composante connexe. D'autres termes importants, alors il y a la notion de taille et d'ordre. La taille, c'est le nombre d'arêtes, tandis que l'ordre, c'est le nombre de sommets. Et on va souvent utiliser les lettres E et V pour ces tailles et ces ordres. E étant la lettre de edge et V étant la lettre de vertex, qui sont les traductions anglaises de sommet et d'arête. On parle de graphe simple quand il n'y a pas de boucle et qu'il n'y a pas plus d'une arête par paire de sommets. De multigraphe si le graphe n'est pas simple, simplement. On peut retirer des choses d'un graphe pour en faire soit un graphe partiel, soit un sous-graphe. Alors si c'est un graphe partiel, ça veut dire qu'on a supprimé des arêtes, mais pas des sommets. Si c'est un sous-graphe, on a supprimé des sommets. Et dans ce cas-là, évidemment, si on supprime un sommet, on supprime toutes les arêtes qui lui sont associées. On parle de graphe complet quand tous les sommets sont connectés les uns aux autres. C'était le cas pour notre problème d'arbitrage. Et on parle d'adjacence pour signaler que deux sommets sont adjacents quand il y a une arête qui les connecte l'un à l'autre. Donc ça, c'est l'ensemble des termes qu'on va utiliser dans ce chapitre. Et enfin, quelques problèmes intéressants qu'on peut se poser et qu'on essaiera de résoudre ici et au cours suivant. Est-ce qu'il existe une chaîne entre deux sommets? Quelle est la plus courte chaîne entre deux sommets? Peut-on connecter tous les sommets? Le graphe a-t-il un cycle? Et certains cycles sont particulièrement intéressants. Un cycle qui utilise chaque arête une seule fois, ou un cycle qui utilise chaque sommet une seule fois.
ce seront des cycles qu'on appelle d'Euler ou d'Hamilton. Tout ça, ce sont des problèmes qu'on va résoudre d'une ou l'autre manière en ASD1. Et puis des problèmes un peu plus compliqués, comme quelle est la manière la plus efficace de connecter tous les sommets. C'est un problème qu'on appelle le minimum spanning tree. Et puis, peut-on dessiner le graphe sans que deux arêtes se croisent? Donc, est-ce qu'il est planaire? Alors ça, c'est un problème que je ne pense pas qu'on verra en ASD, peut-être en graphe et réseau. Finalement, pour terminer ce chapitre, je vous propose un petit exercice. Donc, j'ai dessiné un graphe à droite et je vous demande quel est son ordre, quelle est sa taille, quel est le degré du sommet 0, combien de composantes connexes a-t-il, et enfin, quel est le plus court chemin entre les sommets 0 et 4. Enfin, on supprime le sommet 2 du graphe, ça nous donne un sous-graphe, et ce sous-graphe donc n'a plus de sommet 2 et n'a plus les arêtes associées au sommet 2. Et là, on vous demande quel est son ordre, quelle est sa taille, et combien de composantes connexes il a après suppression du sommet 2. Alors, toutes les réponses à ces questions, vous les trouvez dans le PDF associé à cette vidéo.